Très bien, voilà. Mais donc, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Moi, donc ça c'est un petit peu le menu de ce soir, ce qu'on va discuter. Donc, on va vous donner quelques informations sur qu'est-ce que le cancer du pancréas, quelles mutations génétiques héréditaires sont associées au cancer du pancréas, quel est le risque lié à ces différentes mutations, quelles sont les mesures de prévention et de dépistage qu'on peut proposer dans ces situations-là, et un très bref mot sur la recherche en cours sur le sujet. Alors, le cancer du pancréas, donc pour un petit peu introduire le sujet, d'abord, le pancréas, qu'est-ce que c'est? C'est un organe qui est situé dans le haut de l'abdomen, c'est une petite glande d'à peu près 15 cm de long, donc c'est un petit organe qui est bien caché derrière l'estomac, qui est divisé en trois parties. Donc, on a la tête du pancréas, le corps du pancréas et la queue qui est proche de la rate, la tête qui est un petit peu enchâssée dans le cadre duodénal. Et le pancréas a aussi la particularité d'être à proximité de vaisseaux importants au niveau de l'abdomen, notamment la veine porte et l'artère hépatique qui vont vasculariser, irriguer le foie, et des vaisseaux importants, notamment les artères et veines mésentériques qui vont irriguer l'intestin. C'est une glande en fait qui a deux rôles importants, un rôle dans la digestion en sécrétant des enzymes qui vont favoriser la digestion des graisses, et un rôle au niveau de la régulation de la glycémie en sécrétant notamment l'insuline et le glucagon. Alors, le pancréas peut être le siège de tumeurs, des tumeurs bénignes, c'est pas si rare que ça, ce sont souvent des tumeurs qui sont kystiques. Certaines d'entre elles peuvent dégénérer en cancer avec le temps, et puis il peut y avoir des tumeurs malignes au sein du pancréas. La plupart d'entre elles, plus de 90%, sont ce qu'on appelle des adénocarcinomes, c'est un peu ce qu'on appelle communément le cancer du pancréas. Et puis, dans moins de 10% des cas, on peut avoir des tumeurs qui sont plus rares, comme des tumeurs neuroendocrines, ou des choses encore plus rares, comme des lymphomes. Donc, quand on parle de cancer du pancréas, et ce dont on va parler ce soir, ce sont les adénocarcinomes du pancréas. Alors, le cancer du pancréas, au niveau de son épidémiologie, on observe que l'incidence du cancer du pancréas augmente avec les années. C'est un cancer qui est plus fréquent dans des régions comme l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Argentine, l'Australie. Et vous voyez sur les courbes ici en bas, les chiffres pour la Belgique sur les 20 dernières années, vous voyez que la courbe augmente gentiment mais sûrement. Donc, on observe une augmentation de cette incidence aussi chez nous. En bleu, c'est la courbe qui montre l'incidence chez l'homme, et en orange chez la femme. Et donc, vous voyez que ça touche quasi autant les hommes que les femmes, un petit peu plus les hommes, mais ce n'est pas vraiment significatif. C'est pas le cancer le plus fréquent, loin de là. C'est un cancer qui reste quand même heureusement plutôt rare, et on voit que ça touche à peu près 1100 personnes, 1100 hommes et 1100 femmes par an, loin derrière des cancers beaucoup plus fréquents chez l'homme comme la prostate, le poumon, le côlon, ou chez la femme, le sein, le côlon et le poumon également. On estime que le risque de développer un cancer du pancréas au cours de la vie dans la population générale, pour un individu de la population générale, est d'environ 1,7% au cours de la vie. Donc, vous voyez que le risque est quand même très faible, notamment si on compare avec d'autres cancers plus fréquents. Ça reste malheureusement un cancer dont le pronostic est mauvais, notamment parce qu'on fait le diagnostic souvent à un stade avancé, et parce que c'est un cancer qui reste très agressif avec des traitements aujourd'hui encore peu efficaces. Et donc, là, de cause de mortalité par cancer dans le monde. Alors, vous voyez que c'est un cancer qui va plutôt toucher les personnes après 50 ans, avec un pic d'incidence autour de 70-75 ans. Et ici, sur ce graphe-ci, si vous voyez, ça représente les stades au diagnostic du cancer du pancréas. Chez l'homme et chez la femme, c'est la même chose, hein. Et on voit que dans la toute grande majorité des cas, dans 70% des cas, les cancers sont déjà avancés des stades 3 ou voire même des stades 4, des stades métastatiques. Et c'est cette découverte un petit peu tardive du cancer du pancréas qui est, entre autres, responsable de ce pronostic défavorable.
Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme symptômes quand on a un cancer du pancréas? Les symptômes les plus fréquents sont la jaunisse. Donc, si la tumeur est située dans la tête du pancréas, elle peut obstruer les voies biliaires, donc ces canaux qui drainent la bile du foie vers le tube digestif, qui peuvent être obstrués, bouchés par la tumeur qui pousse à ce niveau-là. Et ça peut donner une jaunisse, un ictère. Le cancer du pancréas donne régulièrement aussi des douleurs abdominales, plutôt dans le haut de l'abdomen, des douleurs qui vont irradier dans le dos. Et c'est aussi responsable généralement d'une inappétence et d'une perte de poids, souvent inexpliquée par d'autres causes. Les symptômes vont évidemment varier en fonction de la localisation et de l'extension de la tumeur, et ils apparaissent souvent tardivement dans l'histoire de la maladie, ce qui explique qu'on fait des diagnostics souvent à des stades avancés. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic d'un cancer du pancréas? Le médecin va évidemment faire un examen clinique. Il peut commencer par faire une échographie abdominale, mais l'examen de premier choix reste le scanner abdominal avec injection de produits de contraste pour vraiment bien voir la tumeur au sein du pancréas. Et une fois qu'on a une suspicion de masse de tumeur au niveau du pancréas, on va faire ce qu'on appelle une écho-endoscopie. Donc, on va, avec un endoscope par la bouche jusqu'au niveau de l'estomac et du duodénum. Et au bout de cet endoscope se trouve une sonde d'échographie qui va permettre de voir, d'examiner le parenchyme, le tissu du pancréas et d'identifier éventuellement la tumeur. C'est aussi un examen qui va permettre de faire une biopsie de la tumeur et donc de confirmer ou pas le diagnostic de cancer du pancréas. Et puis, en fonction après du bilan, si on identifie un cancer du pancréas, on va faire ce qu'on appelle un bilan d'extension avec éventuellement un PET scanner, un scanner du thorax et d'autres examens. Une fois qu'on a le diagnostic, on établit une stadification du cancer et puis un traitement. Tout ça est discuté en réunion multidisciplinaire dans les hôpitaux qui traitent ce genre de cancer. Alors moi, je vais vous parler des facteurs de risque, puisque c'était une des grandes questions finalement, quel est le risque pour un individu d'un jour faire un cancer, en particulier du pancréas. Et on sait que pour le cancer du pancréas, dans plus ou moins 40% des cas, on va pouvoir reconnaître ou identifier certains facteurs de risque. Alors il y a des facteurs de risque qui sont non modifiables, l'âge en particulier. On sait que en moyenne, les patients seront pris en charge aux alentours de 70 ans et que 2 tiers des patients sont âgés de plus de 65 ans et c'est quasi systématiquement après 45 ans qu'on va diagnostiquer un cancer du pancréas. Donc l'âge, évidemment, comme pour beaucoup de cancers, c'est un des facteurs de risque et c'est inévitable. Le sexe, Astrid vous en a déjà un petit peu parlé, on pense que c'est un tout petit peu plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Après, les études ont un biais, et le biais majeur, c'est le tabagisme, comme on va le voir juste après. Puis, il y a des études qui ont tendance à montrer que l'ethnie joue un rôle, par exemple les populations en Amérique du Nord, les populations afro-américaines semblent plus à risque et certains groupes sanguins, mais ça n'a pas encore été vraiment confirmé. Et puis, ce dont on va parler dans quelques diapositives, c'est évidemment l'histoire familiale, puisque c'est ce qui nous intéresse au jour d'aujourd'hui. Puis, on a des facteurs qui sont modifiables, et parmi les 2 facteurs modifiables qu'il faut absolument éviter, c'est le tabagisme et l'alcool. Le tabagisme pourrait être responsable entre 20 et 35% de tous les cancers du pancréas. Et donc, qu'on ait ou qu'on n'ait pas finalement un terrain familial, le tabac, c'est vraiment ce qu'il faut absolument arrêter. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans tous les centres d'oncologie maintenant, il y a des cellules d'aide pour aider les patients à arrêter de fumer. Et le deuxième facteur modifiable, facilement modifiable, entre guillemets, c'est l'alcool. Et ça a été clairement démontré, mais avec une consommation vraiment accrue d'alcool, donc plus de 3 unités d'alcool par jour. Et c'est dose dépendant. Donc, c'est des personnes qui sont soumises à de l'alcool de manière très chronique. Et l'alcool, voilà, est pro-cancérigène, pro-inflammatoire et surtout est responsable de pancréatite chronique. Et en fait, c'est cette inflammation chronique de la glande qui va être un facteur de risque pour développer le cancer. Alors, parmi les autres facteurs de risque, on a tout ce qui est alimentation riche en graisse, surcharge pondérale. Et un des gros facteurs de risque, c'est le diabète. Alors,
On sait que dans plus ou moins 80% des cas, quand on diagnostique un cancer du pancréas, la personne a soit une intolérance au glucose, soit un diabète, mais c'est pas toujours très clair. Est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est la conséquence? Puisque, comme vous l'a dit Astrid, c'est une glande qui est très très importante, entre autres pour la production d'insuline. Et donc, le fait d'avoir une dérégulation de la glande peut être aussi responsable finalement du diabète. Mais on sait que l'hyperinsulinisme augmente le risque de cancer du pancréas. Que quand on a un diagnostic récent de diabète, on a plus de risque de faire un cancer du pancréas dans les 3 ans et qu'il y a plus ou moins 25% des patients qui ont un diabète avant d'être diagnostiqués d'un cancer du pancréas. Et je vous ai déjà parlé des pancréatites chroniques et en fait, on sait que les mécanismes moléculaires, donc la transformation d'une cellule entre une cellule normale et une cellule tumorale, ces mécanismes de transformation sont les mêmes entre la pancréatite chronique et le cancer du pancréas. Et donc, c'est un des très grands facteurs de risque et les kystes, comme vous l'avez dit Astrid tout à l'heure. Puis, voilà, phénomène plutôt amusant ou intéressant, l'allergie, les allergies, on a plutôt l'impression que ça diminue le risque, comme si la surstimulation de notre système immunitaire était éventuellement protectrice ou associée à une diminution. Il y a plein d'études aussi qui montrent l'intérêt du microbiote ou les risques liés à d'autres facteurs liés à l'immunité, mais on n'y reviendra pas nécessairement aujourd'hui. Et donc, si on veut résumer tous ces facteurs de risque, je vous l'ai dit, vous voyez que la cigarette augmente le risque de cancer du pancréas avec une augmentation fois 1,7. Et même chose pour l'obésité, l'alcool et puis le diabète en fonction de si c'est un diabète d'apparition récente ou un diabète de longue date. Mais un des grands facteurs de risque dont on parle ce soir, c'est évidemment le rôle de notre hérédité. Et dans plus ou moins 10% des cas, quand on diagnostique un cancer du pancréas, le patient a déjà une histoire familiale de cancer du pancréas. Il faut bien séparer deux catégories d'hérédité. Il y a celles dont vous êtes plus informés au jour d'aujourd'hui via l'association, qui sont tous ces syndromes avec une mutation constitutionnelle qui est associée à un risque accru de cancer du pancréas. Et ça représente probablement 10% de tous les cancers du pancréas. Mais il ne faut pas oublier que malheureusement, il y a une tranche des cancers du pancréas familiaux pour lesquels on ne trouve pas de terrain génétique explicatif, mais qui sont associés à des risques de cancer chez les apparentés. Et en particulier, plus on a d'apparentés qui ont des cancers du pancréas proches de nous, plus notre risque de faire un cancer du pancréas va augmenter. Et donc finalement, quand on va parler de risque et de dépistage, ces histoires familiales de cancer du pancréas doivent évidemment être intégrées dans la prise en charge et dans la réflexion. Alors, quand on trouve un terrain héréditaire, c'est principalement dans les gènes que vous connaissez, BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2 et TP53, qui font partie finalement de cette sphère sein-ovaire, mais pas que. Il y a aussi des gènes impliqués dans un autre syndrome qu'on appelle le syndrome de Lynch, qui est associé à des cancers colorectaux et des cancers de la sphère gynécologique chez la femme. Et un gène qui augmente très fortement le risque de cancer du pancréas également, qui est CDKN2A, qui est lui aussi associé à un risque accru de mélanome. Et puis des gènes beaucoup moins fréquents dans la population générale, comme le gène STK11, qui est responsable d'un syndrome associé à des très hauts risques de cancer, et en particulier de cancer du pancréas. Alors, c'est assez difficile d'avoir une idée de finalement quel est le pourcentage de prédisposition héréditaire. Et Astrid avait préparé cette dia pour un autre séminaire et je trouvais que c'était très intéressant. Si vous comparez des études qui ont posé la même question, qui est finalement quelle est la probabilité de retrouver un variant pathogène dans une population de personnes avec des cancers du pancréas, et vous voyez que en fonction du nombre de gènes que vous allez analyser, en fonction du nombre de patients et en fonction de si les patients sont sélectionnés ou pas, en fonction d'une histoire familiale positive, le nombre peut passer de 4% à quasi 20%. Et donc, au jour d'aujourd'hui, vous donner un chiffre réel, c'est difficile, mais on considère que probablement 10% des patients avec un cancer du pancréas vont être porteurs d'un variant germinal dans un gène connu.
Alors, quels sont les risques associés à ces différents gènes? Bien, de nouveau, c'est difficile et d'une étude à l'autre, les risques sont voilà, pas toujours tout à fait comparables. Mais si on compare des chiffres ici donnés en 2021 dans un journal aux chiffres qui sont récemment mis à jour dans les recommandations américaines, pour les fameux gènes BRCA+, eh bien, on voit que le risque absolu de faire un cancer du pancréas chez un patient porteur d'un variant ATM peut atteindre jusqu'à 10%. Ce sera moins de 5% pour les familles BRCA1 et entre 5 et 10% pour BRCA2. De nouveau, ce qui est fondamental, c'est d'intégrer l'histoire familiale, puisque comme je vous l'ai dit, le simple fait d'avoir un apparenté au premier degré est aussi un facteur de risque. Et donc, il faut toujours reprendre le patient et la famille dans un contexte global et d'intégrer tous les autres facteurs de risque, en particulier le tabagisme ou le diabète, avant de pouvoir faire des recommandations de prise en charge et de dépistage. Alors, quand faire une analyse génétique, c'est un peu différent que pour d'autres formes héréditaires de cancer, puisque pour le cancer du pancréas, le fait de proposer une analyse génétique est impliqué dans une indication thérapeutique. Et vous voyez qu'en fonction de si on va trouver une mutation dans un gène BRCA ou ATM ou PALB2, mais surtout BRCA, on peut leur proposer certains traitements par inhibiteur de PARP, alors que si le patient est porteur d'un syndrome de Lynch, il pourra avoir une autre thérapie. Et donc, le but de l'analyse génétique va être effectivement de pouvoir proposer un traitement et de prendre les apparentés en charge. Et donc, en Belgique, au jour d'aujourd'hui, qui peut bénéficier d'une analyse génétique? Vous avez les deux portes d'entrée. Vous avez celle émise par le Collège de génétique pour tout ce qui est sein, ovaire et qui inclut les apparentés avec des cancers du pancréas. Et puis, vous avez ce qui a été mis à jour grâce à Astrid aussi au niveau de la FAPA, tout cancer du pancréas exocrine, tout patient avec un cancer et en fonction de l'histoire familiale peut bénéficier d'une analyse génétique, soit, comme je vous l'ai dit, directement via le généticien, le gastro-entérologue, l'oncologue ou chirurgien pour le traitement du patient. Et puis, évidemment, comme toujours, à travers un généticien et une équipe pluridisciplinaire chez les individus à risque. Et quand on fait une analyse chez un patient ou dans une famille pour le cancer du pancréas, eh bien, les gènes ont été bien déterminés et c'est le panel de gènes avec lequel les patients sont analysés dès qu'il y a un cancer du pancréas. Et donc, si on essaie d'avoir une vue globale de tous les facteurs de risque pour le cancer du pancréas au jour d'aujourd'hui, on a vu que dans certains cas, les risques sont modifiables. Et donc là, c'est vraiment le rôle de l'environnement qui sera en première ligne. Et puis, d'autre part, il y a certains variants qui augmentent très fortement le risque de cancer du pancréas. Mais l'individu, finalement, ne fait qu'un. Et donc, c'est toujours important d'associer à ces notions l'histoire familiale et d'intégrer les facteurs modifiables dans la prise en charge des patients. Alors, si on passe maintenant au volet un petit peu dépistage et surveillance, je vous ai remis ici une dia que je trouve quand même importante qui rappelle finalement l'objectif des dépistages des cancers. Donc, le dépistage sert à évidemment détecter des lésions qui sont soit précancéreuses, soit des cancers à des stades précoces dans le but de pouvoir les traiter et de réduire la mortalité ou la morbidité liée au cancer qu'on va rechercher. Et donc, il y a des grands principes dans les dépistages, quand on essaie de mettre un dépistage en place, qui doivent être respectés. C'est d'une part, on dépiste des cancers qui sont fréquents dans la population générale, on ne cherche pas des choses rares. Les tests de dépistage qui doivent être mis en place sont des tests qui doivent être performants, donc ils doivent avoir une haute sensibilité et une haute spécificité, donc ils doivent être capables de détecter la plupart des tumeurs qui sont existantes et que le diagnostic du cancer doit être établi. On ne doit pas diagnostiquer d'autres choses ou faire des mauvais diagnostics. C'est des tests qui doivent être reproductibles et simples et avec évidemment balance bénéfice-risque favorable. Il faut aussi, évidemment, qu'un traitement efficace existe pour le cancer qu'on va dépister et qui permet d'améliorer le pronostic des patients chez qui on va détecter ces tumeurs.
Donc, je vous ai remis ici des exemples de dépistage qu'on organise dans la population générale. Mais vous savez, il y a évidemment le cancer du sein parce que c'est un cancer fréquent et que la mammographie permet de dépister les cancers. On parle ici évidemment de la population générale, on ne parle pas des personnes à risque avec des syndromes génétiques. Il y a le cancer colorectal, il y a le cancer de l'utérus. Ça, ce sont des exemples de dépistage de masse pour la population générale. Et donc, le cancer du pancréas ne fait pas l'objet d'un dépistage dans la population générale, notamment parce que c'est déjà pas un cancer qui est fréquent. Alors, quand est-ce qu'on va dépister ou faire une surveillance pour le cancer du pancréas? Il existe en fait tout un tas de recommandations par différentes sociétés scientifiques et savantes. Il y a des recommandations qui sont américaines, européennes. Il y a des consortiums, notamment le CAPS consortium, qui travaille beaucoup sur ce dépistage, sur cette surveillance du pancréas. Et toutes les recommandations vont dans le même sens, de dire qu'on va surveiller et dépister les personnes qui sont à risque à la population générale. Il faut savoir, je vais détailler ces recommandations maintenant, mais que ce sont toutes des recommandations qui sont faites sur des recommandations d'experts sans des hauts niveaux de preuves, c'est-à-dire qu'on n'a pas des études, en médecine on aime toujours bien donner des recommandations basées sur des études avec des preuves, des niveaux de preuves élevés. Et pour le cancer du pancréas, on est encore dans une situation qui relève plus de la recommandation d'experts que vraiment basée sur des études solides. Alors ici, donc en 2021, on a revu avec avec l'aide de la FAPA. Hein, la FAPA, c'est une association de patients qui s'occupe des patients qui ont des prédispositions surtout au cancer du côlon et des polyposes coliques. Mais ils se sont intéressés aux prédispositions au cancer du pancréas et on a revu avec tout un tas de spécialistes les recommandations concernant la surveillance du cancer du pancréas. Et donc, c'est ces recommandations-là que je vais vous présenter maintenant. Et donc, qui va être concerné par cette surveillance? Mais comme on l'a dit, ce n'est pas la population générale, ce sont les personnes qu'on estime à haut risque. Donc, on estime à peu près qu'il faut qu'il y ait un risque supérieur à 5% au cours de la vie de développer un cancer du pancréas pour justifier qu'on en fasse un dépistage. Et donc, on va dépister tous les patients qui ont ce qu'on appelle le syndrome de Peutz-Jeghers, hein, donc qui ont une mutation notamment dans le gène STK11. Ça, ce sont vraiment c'est un syndrome qui est assez rare. On va dépister chez les patients porteurs d'une mutation dans le gène CDKN2A, chez tous les patients qui ont une pancréatite chronique héréditaire, et puis chez les patients qui ont une mutation dans les gènes BRCA 1 et 2, PALB2, ATM, les gènes du syndrome de Lynch, donc MLH1, MSH2, MSH6, peu importe, chez toutes ces personnes qui ont une prédisposition connue et qui ont un apparenté au premier degré atteint d'un cancer du pancréas. Donc, il faut être porteur de l'anomalie génétique et avoir cette histoire familiale pour arriver finalement à un niveau de risque suffisant pour justifier une surveillance. On va aussi dépister le cancer du pancréas dans les familles où il y a où les personnes ont au moins un apparenté au premier degré et un apparenté au deuxième degré atteint de cancer du pancréas, donc ce qu'on appelle le cancer du pancréas familial, et là où on ne retrouve pas aujourd'hui de mutation génétique connue qui prédispose au cancer du pancréas. Alors, quand est-ce qu'on va commencer ce dépistage? Pour les Peutz-Jeghers, les CDKN2A et dans les pancréatites chroniques héréditaires, on va commencer à partir de 40 ans. Chez les patients qui sont porteurs d'une mutation dans les gènes BRCA, PALB2-ATM et qui ont un syndrome de Lynch et, je le rappelle, qui ont un apparenté au premier degré, qui a eu un cancer du pancréas, on va commencer à partir de 45 ans. Dans les histoires familiales de cancer du pancréas, on commence à partir de 50 ans ou toujours 10 ans avant le cas le plus jeune dans la famille, si ça fait diminuer l'âge de surveillance. Ce qui est très important aussi, c'est que l'apparition d'un diabète chez ces personnes à risque doit évidemment mener à des examens, des explorations à la recherche d'un cancer du pancréas débutant. Alors, comment est-ce qu'on va faire cette surveillance? D'abord, il est recommandé, c'est quand même important qu'elle ait lieu dans un centre qui a l'habitude de faire ça, dans des centres experts. Et il existe aujourd'hui une convention de l'INAMI qui a
identifié certains centres où peut avoir lieu, en tout cas, la chirurgie du pancréas. En Belgique francophone, c'est notamment l'hôpital de Montgodin, Jolimont, il y a Liège aussi, le CHC, SPDL, Erasme et Saint-Luc. Et donc, l'idéal est d'essayer de faire ce dépistage dans des centres qui ont l'habitude de faire des écho-endoscopies, qui ont l'habitude de discuter de ces résultats et où la chirurgie peut être pratiquée si nécessaire. Les recommandations sont pour une surveillance annuelle qui va se baser sur 2 examens différents. D'une part, l'écho-endoscopie dont on a parlé au début, donc qui se fait sous une petite sédation et par résonance magnétique. Il n'y a pas de recommandation claire pour dire s'il faut faire les 2 examens chaque année, si on alterne une fois l'un ou l'autre, si on fait l'un examen ou l'autre tous les 6 mois, mais en tout cas, ce sont les 2 examens de référence. Il n'y a pas de biomarqueur qui est approuvé aujourd'hui pour le dépistage. Certaines recommandations proposent de faire une surveillance annuelle de la glycémie, puisqu'on sait que l'apparition d'un diabète peut être le signe d'un cancer du pancréas débutant, et un dosage d'un marqueur tumoral qu'on appelle le CA19-9, mais ça n'a jamais été prouvé efficace. Alors, les résultats de tous ces examens, si on observe des lésions dans le pancréas qui sont, ou des masses ou des kystes qui ont des caractéristiques soit inquiétantes, soit qui sont de nature indéterminée, ça doit faire l'objet d'une discussion multidisciplinaire parce que l'interprétation des résultats des examens est compliquée et nécessite vraiment une expertise importante. Et c'est d'ailleurs un des enjeux de cette surveillance du pancréas, c'est que le pancréas est un organe qui est finalement peu accessible aux biopsies, aux examens, et qui peut aussi présenter des anomalies tout à fait bénignes, comme les kystes dont on a déjà parlé. Il existe des algorithmes un petit peu qui permettent aux médecins qui font cette surveillance voilà, d'établir, il y a des critères qui ont été établis pour dire ça c'est tout à fait rassurant, ça ce sont des anomalies suspectes qu'il faut contrôler, ou ça ce sont des anomalies qui sont sévères, inquiétantes et qui justifient qu'on aille jusqu'à la chirurgie. Parce que c'est évidemment ça qui se passe quand on est face à des anomalies suspectes, c'est la chirurgie. Donc la chirurgie du pancréas n'est pas du tout recommandée de manière prophylactique. On n'enlève pas les pancréas pour les patients qui ont des risques plus élevés de cancer du pancréas. On va uniquement réserver les indications chirurgicales aux indications à la suite d'une discussion organisée multidisciplinaire qui va montrer des anomalies inquiétantes. Et on réserve vraiment ces cas de chirurgie à ces indications-là parce que la chirurgie du pancréas est une chirurgie qui est lourde, avec des taux de complications quand même élevés, même dans les centres experts, et une morbidité importante, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des conséquences à long terme de cette chirurgie, notamment au niveau de la digestion et de la glycémie. Et évidemment, chez toutes ces personnes à risque, on ne le dit jamais assez, mais il faut commencer par éviter les facteurs de risque que l'on peut modifier, c'est-à-dire arrêter tout tabac, revoir sa consommation d'alcool, avoir une alimentation équilibrée et avoir une activité physique régulière. Et ce sont évidemment des recommandations qui sont vraies pour finalement tous les cancers. Alors, vers quoi s'oriente le futur et la recherche aujourd'hui? Mais on essaie de trouver des biomarqueurs, donc des marqueurs dans la prise de sang qui vont permettre de diagnostiquer le cancer à un stade précoce. On étudie l'intérêt des biopsies liquides. Les biopsies liquides, c'est quand on fait une prise de sang et qu'on recherche de l'ADN tumoral qui circule dans le sang. On essaye de voir si ça peut aider à la détection des cancers précoces. Il existe un registre international aussi qui, de manière anonyme, enregistre un petit peu tous les patients qui sont dans des surveillances, des patients à risque qui sont dans des stratégies de dépistage et de surveillance du cancer du pancréas, pour essayer de valider un petit peu ces recommandations qui sont proposées. Et puis, il y a beaucoup de recherches, évidemment, qui sont faites pour le traitement du cancer du pancréas, puisqu'on sait qu'on est encore pas toujours très efficace dans la prise en charge du cancer quand il est avéré. Et donc, si on doit un petit peu conclure sur quelques grands messages ici pour la présentation de ce soir, c'est que
on va rechercher une prédisposition génétique héréditaire chez tous les patients atteints d'un cancer du pancréas, notamment parce qu'il peut y avoir un impact thérapeutique et évidemment aussi pour la famille. Que la surveillance et la détection précoces ne sont réservées qu'aux patients à risque, que ça se fait sur base annuelle par échoendoscopie et par IRM, idéalement dans un centre expert. Que la prévention des facteurs de risque modifiables est vraiment capitale et qu'il faut être attentif à l'apparition d'un diabète chez les patients à risque et consulter pour faire des examens complémentaires dans le but de rechercher un cancer du pancréas éventuel. Voilà. On vous remercie de votre attention. On va arrêter le partage. Parfait. Alors, oui, on va arrêter ça, surtout. Voilà. Ah, ça va, parce que votre image était figée. Un tout grand merci, en tout cas, pour votre présentation et toutes ces informations. Donc, c'est riche en informations et en détails. Donc, je suis ravie d'avoir pu, en tout cas, animer ce webinaire en votre compagnie. Voilà, donc je vous laisse peut-être donc les différentes personnes qui ont participé, si vous avez envie de réfléchir sur vos différentes questions que vous avez envie donc de poser aujourd'hui, n'hésitez pas, soit par écrit, soit en levant la main. Et j'en profite du coup pour rappeler, vu justement la richesse de l'intervention, mais que donc ce sera bien disponible en enregistrement pour que vous puissiez aussi peut-être revoir justement certaines informations qui ont été diffusées ce soir. Je vais donner la parole à Christelle Barboni. Je ne sais pas si je dois ouvrir. Non, je pense que c'est moi qui ouvre. Ah voilà, c'est bon, c'est parfait. Merci, bonsoir à tous et merci à vous deux. La présentation était super claire. J'ai néanmoins une question par rapport à ce risque. Je me demande dans quelle mesure une personne qui est donc porteuse d'une mutation, BRCA ou une autre, si elle a déjà eu dans son parcours un cancer, sein, ovaire, voilà, est-ce que ça modifie le risque? Ma réflexion, c'est de me dire, est-ce que le fait d'avoir déclenché un cancer d'un autre organe montre qu'on est plus susceptible de déclencher un autre cancer? C'est un aspect. Et l'autre chose à laquelle je pense, c'est me dire en termes de traitement, on a déjà subi des chimios, des choses voilà, qui pourraient augmenter ce risque. Pour moi, pas d'augmentation, de suraugmentation du risque si on a eu un cancer autre que le cancer du pancréas. Donc, non. Il n'y a pas de lien entre le fait d'avoir déjà fait un cancer autre chose et la survenue ou le risque de cancer du pancréas. Ni les traitements déjà connus. Donc, voilà. En tout cas, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, avec les connaissances actuelles, on ne recommanderait pas de bénéficier d'un dépistage sur simple base d'un antécédent personnel d'un des autres cancers du spectre. Voilà, même côlon pour le syndrome de Lynch ou pas. Donc, ça n'intervient pas dans l'augmentation du risque. Entendu, merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une autre. Oui, Julien Hannet, je vous en prie. Ah oui, il allume son micro. Oui, il faut juste activer votre micro parce que là, on ne vous entend pas. Julien, vous pouvez poser votre question si vous m'entendez, parce que ça se peut aussi qu'il y ait un souci de réseau. Mais par contre, il faut activer votre micro parce que là, on ne vous entend pas. Peut-être une question dans le chat. Ah, oui, peut-être. Non. Il y a un petit souci. Du coup, le temps peut-être se reconnecte. Oui, je vois qu'il participe à l'appel, mais il y a un petit souci. Voilà. Ah, voilà, super. Excusez-moi, On vous entend.
Pas de Un petit souci. souci technique à régler. Donc, je voulais remercier également effectivement l'organisation d'une petite soirée comme ça et aux médecins et d'ailleurs à tous les intervenants pour cette présentation qui est claire, court et concis et très efficace. Petite question, donc j'analysais un peu le tableau qui renvoie par rapport au dépistage. Donc, je suis porteur du BRCA2. Ma mère est décédée il y a plus ou moins une dizaine d'années d'un cancer de la tête du pancréas. Et récemment, j'ai ma sœur l'année passée qui, elle, a été dépistée et traitée actuellement pour un cancer des voies biliaires. Et je vois par exemple que si je ne me trompe pas, BRCA2 plus hérédité, ça donne un dépistage à partir de 45 ans. Si Donc, j'en ai 38 actuellement. Si d'ici là, j'arrive à 45 ans, quelles sont les démarches qu'on doit entreprendre, vers qui se rediriger quand on veut travailler, par exemple, avec un centre spécialisé? Moi, je suis de la région de Charleroi, par exemple, et mon dépistage BRCA2 avait été fait à Saint-Luc. Et voilà, à l'âge de 45 ans, imaginons, je décide de faire un dépistage. On prend en contact finalement avec qui quand c'est comme ça, puisque je suppose que je ne passe pas par mon médecin généraliste, ou on contacte directement des personnes spécialisées, mais voilà, c'est un peu le flou. Si demain je vais me faire dépister et commencer un processus un petit peu de suivi, comment est-ce qu'on peut contacter une cellule particulière? Alors, il y a deux. Voilà, j'avais juste une question à laquelle vous répondrez après. Mais évidemment, on propose 45 ans. Ça dépend un petit peu de l'âge auquel votre sœur a été diagnostiquée, puisqu'on a dit que c'est 45 ans ou 10 ans avant l'âge de la personne la plus jeune dans la famille. Mais donc, je pense qu'en fait, il ne faut pas hésiter à contacter le centre de génétique dans lequel vous avez été dépisté. Donc, on n'a pas l'occasion de voir tous les patients tous les ans dans leur suivi, dans leur dépistage, mais c'est vrai qu'on préconise aux patients de revenir à chaque étape de vie. Voilà, quand on veut des enfants, quand on est ménopausé, quand on est une femme, quand on va commencer les dépistages. Et donc, vous pouvez soit passer par l'équipe de génétique, soit même les contacter. Vous n'êtes pas obligé de reprendre automatiquement rendez-vous. Et c'est vrai que nous, on vous référera, ou le généticien en question vous référera vers l'équipe avec laquelle eux ont l'habitude de travailler et une équipe la plus à proximité. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, nous, on introduit, ou en tout cas, on recommande d'aller voir un gastro-entérologue de référence qui connaît bien la maladie, qui fait partie du centre expert et qui connaît. Mais donc, en tout cas, ça vaut toujours la peine de poser la question. Après, les médecins traitants sont super aussi, et c'est des très très bons relais. De plus en plus, ils connaissent bien les maladies et eux peuvent aussi contacter un centre de génétique ou revoir. Donc, ça vaut toujours la peine aussi d'en parler à son médecin traitant, mais il ne faut pas hésiter à recontacter un centre de génétique près de chez vous, à reprendre rendez-vous, à revoir les recommandations, parce que ce qu'on vous raconte maintenant, c'est pas ce qu'on a raconté il y a 5 ans, c'est probablement pas ce qu'on va vous raconter dans 5 ans. Les recommandations évoluent et donc ça vaut toujours la peine. Et c'est vrai que nous, on revoit de temps en temps des patients parce qu'il y a un événement dans la famille ou parce qu'ils ont des questions et vous êtes toujours les bienvenus, voilà, même dans votre parcours de dépistage et de suivi. Je ne sais pas si toi, tu voulais rajouter quelque chose. Non, si vous pouvez toujours aussi voir la liste des centres de référence et contacter parfois le service de gastro-entérologie, parce que c'est plutôt les gastro-entérologues qui font les écho-endoscopies, et de voir si eux ont un médecin ou l'autre en particulier de référence à proposer pour la surveillance du pancréas, parce que c'est vraiment très très spécifique. Et donc, voilà, il faut se renseigner dans les services de gastro-entérologie, a priori des centres de référence. Ok, donc on peut finalement retourner un peu à cette première personne qu'on a eu en contact au moment du dépistage initial et comme ça, on sait Absolument. qu'elle peut... Toujours. Enfin, quel que soit le centre de génétique, vous n'êtes même pas lié nécessairement à un centre de génétique, mais donc le généticien est là pour organiser, orchestrer et aider au dépistage du patient tout au long de sa vie. Et les recommandations de dépistage changent. Et donc, c'est vrai que ça vaut toujours la peine aussi de faire un petit up-to-date. Après, si c'est vraiment ciblé, j'ai une inquiétude, je voudrais voir si je peux bénéficier d'un dépistage, alors oui, comme le dit Astrid, le mieux, c'est effectivement de prendre contact directement avec un des gastro-entérologues dans un centre de référence. C'est gentil, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
En attendant, si jamais moi j'en avais une, du coup j'en profite pour la poser, le temps qu'on puisse réfléchir. Au tout début, en fait, de la présentation, vous parliez qu'on voyait dans le graphique avec justement la comparaison entre les hommes et les femmes, et on voyait donc une augmentation des cas. Qu'est-ce qui explique cette augmentation des cas? Est-ce qu'il y a ce sont des facteurs peut-être, je sais pas moi, du fait qu'on le diagnostique plus, ou est-ce qu'il y a aussi des facteurs extérieurs à ça? Voilà, je me posais cette question-là. Il y a probablement plusieurs facteurs. Il y a le vieillissement de la population. Plus la population vieillit, plus elle est à risque de développer des cancers, et notamment le cancer du pancréas, puisqu'on a vu que le pic d'incidence était autour de 70-75 ans. Il y a l'augmentation des facteurs de risque, notamment l'obésité et le diabète. Donc ça, c'est vraiment un peu le fléau de la société actuelle, mais c'est un vrai problème, un vrai enjeu sociétal. Et il y a probablement aussi une part un peu de meilleur diagnostic, enfin de diagnostic plus, voilà, plus fréquent et meilleur diagnostic qu'avant. Mais c'est aussi surtout l'âge, enfin le vieillissement de la population et l'obésité et le diabète. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser? Par écrit, mais j'ai plus accès. Ah si, voilà, ici, je la vois. Non. Ah, Monsieur Hannet, je vous en prie. Petite question subsidiaire, désolé, mais je me demandais, on en était où par rapport à l'évolution des traitements, tout ce qui est chimiothérapie, immunothérapie, etc., pour ce qui est cancer du pancréas, parce que effectivement, vous parlez de l'intervention chirurgicale certes pas dans prophylaxie, mais en traitement, mais on voit l'évolution un peu de tout ce qui est immunothérapie, etc. Et je me dis un peu, le cancer du pancréas, c'est pas le plus courant, c'est peut-être pas forcément celui où il y a le plus de recherche, j'imagine. Et donc je me dis, est-ce qu'on arrive à faire des percées, à avancer un peu dans ce genre de traitement? Alors, c'est un peu le parent pauvre des cancers. Alors, il y a beaucoup de recherches en cours et on a quand même là, par rapport à d'autres cancers, on est moins avancé, très clairement. Il y a beaucoup de traitements, notamment l'immunothérapie, qui ne sont pas très efficaces dans le cancer du pancréas. Mais on a là maintenant des thérapies ciblées qui sont à l'étude, notamment des thérapies ciblées qui ciblent le gène CARAS, qui est très fréquemment muté dans le cancer du pancréas, et qui sont, c'est vraiment, on est vraiment en plein dedans maintenant, et on a des premiers bons résultats, donc les choses évoluent. Il ne faut pas perdre espoir. Et il y a beaucoup de recherches qui est faite parce qu'on sait que le cancer du pancréas reste mal soigné aujourd'hui. Donc, oui, on a beaucoup d'études là pour le moment, notamment un service qui est dans les hôpitaux, mais avec des molécules très intéressantes pour le cancer du pancréas. Donc, franchement, ça bouge, ça évolue, ça avance et on a bon espoir de faire des gros progrès dans le domaine. C'est gentil, merci beaucoup. C'est plutôt pour les enfants, plus pour parce que j'ai deux enfants de bas âge et donc on vit un peu avec l'idée qu'ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Bon, nous, on est adultes, on est déjà plus. Mais voilà, je me souviens quand j'avais été diagnostiqué, on m'avait dit, vous inquiétez pas, la science évolue. Et je me dis, est-ce qu'elle évolue finalement aussi vite que ce qu'on pourrait avoir? Malheureusement, j'imagine que non. On aimerait toujours que ça aille plus vite. Et la recherche prend du temps, mais honnêtement, il y a pas mal de choses pour le moment pour le pancréas. On ne pouvait pas dire ça sur les 5-10 dernières années, mais ici, on a vraiment voilà, des choses en cours très intéressantes. Allez, c'est gentil, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une petite question? Pour terminer, je vois qu'il est... Ah, voilà, Christelle. Je t'en prie. Est-ce que ça fonctionne? Ouvrir. On ne t'entend pas, Christelle, par contre. Pardon, j'ai oublié le Pas de micro. souci. Oui, je disais, s'il y a plus de temps, pas de souci, c'est pas une question brûlante. Ah, si, pas de souci. On s'était dit qu'on clôturerait vers 21h, donc vas-y, je t'en prie.
C'est pour rebondir sur le point précédent des traitements. J'ai entendu parler tout récemment d'épigénétique. Donc, je maîtrise pas très bien le concept, mais donc si j'ai bien compris, c'est quelque part au-delà de la mutation, c'est les mécanismes qui font que cette mutation s'exprime ou pas, et enfin donne des problèmes ou pas. Et donc, je me demandais dans quelle mesure, voilà, les traitements aujourd'hui voilà, vont dans ce sens-là. Est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu si vous êtes, si c'est possible, hein, voilà, ce concept d'épigénétique dont j'entends moi juste parler maintenant et qu'est-ce qu'on doit en faire en tant que porteur d'une mutation génétique? Alors, du coup, on fait finalement un petit symposium à nous deux, entre l'oncologue et la généticienne. Et on se disait toutes les deux, voilà. Alors, du point de vue germinal, donc oui, vous avez tout à fait bien compris. Donc c'est clair que, ben voilà, on a 22 000 gènes et toutes nos cellules sont différentes, ce qui prouve bien qu'avec le même patrimoine génétique, ben on exprime tout à fait différemment notre patrimoine génétique d'une cellule à l'autre. Ça, c'est l'épigénétique. Donc effectivement, c'est ce qui fait que dans une cellule, ben, un gène va être exprimé et pas nécessairement dans l'autre. Et l'épigénétique, en tout cas au niveau constitutionnel, joue un rôle là-dedans. Il y a voilà, parfois ces mécanismes ne fonctionnent pas bien et on peut avoir des maladies épigénétiques. Et on sait que ben, très probablement ces mécanismes épigénétiques jouent un rôle dans le développement de plein de maladies, le diabète en particulier ou autres. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas intégrer cette notion-là dans la prévention ou dans le facteur de risque par rapport au risque de cancer. L'épigénétique joue un rôle fondamental dans le développement tumoral, et donc c'est sûr que les mécanismes épigénétiques sont importants pour transformer une cellule normale dans une cellule anormale. Mais là, je vais référer vers Astrid. À ma connaissance, au jour d'aujourd'hui, la régulation de ces mécanismes ne sont pas encore des cibles thérapeutiques et en tout cas pas. Non, il y a des choses en recherche, mais on est vraiment loin d'être dans quelque chose de réellement concret avec des médicaments. En tout cas, pas à ma connaissance. Des choses qui sont en cours, mais je ne connais pas les détails. Mais donc, voilà, comme Julien, je crois, disait précédemment, ben, c'est quand même intéressant pour nous de savoir, voilà, pour nos enfants, pour les perspectives, voilà, ça reste très précoce encore, mais oui, ça donne quand même voilà, des perspectives aussi. Absolument, merci. Tout à fait. Merci Christelle. Je vois une personne qui pose une question par écrit dans la discussion. Je ne sais pas si vous la voyez, docteur Deleneur et docteur. Alors, je suis assez. Je me permets de la lire. Je sais pas si oui, je vous en prie. Je suis assez étonnée. J'ai été diagnostiquée BRCA2 à l'hôpital, mais on n'est jamais venu vers moi pour me parler de cette prédisposition. Aussi, je suis venue suivie en gynécologie à l'hôpital Saint-Pierre. Aucun de mes parents n'est porteur de la mutation. Est-ce pour cela ma mère est PKD1? Est-ce pour cela qu'on fait une recherche dans le alors, je ne peux. Mais donc, peut-être que ça vaut la peine que vous reprécisiez la question. Donc, potentiellement, effectivement, si on ne vous a pas parlé du risque de cancer du pancréas dans le cadre de votre dépistage de la mutation du gène BRCA2, c'est qu'effectivement, il y a un consensus. Alors, déjà, ça dépend quand on vous a dépisté. Il y a 5 ans, on n'en parlait pas. C'est pas que ça n'existait pas, mais on considérait que c'était rare. Dans les folders qu'on donnait aux patients pour voilà, expliquer, il était même recommandé de ne pas nécessairement notifier qu'il y avait éventuellement un risque de cancer du pancréas quand l'histoire familiale était tout à fait rassurante. D'une part, parce que, comme l'a dit Astrid, les mesures de dépistage ne sont pas performantes et n'étaient pas performantes et qu'elles ne sont pas appliquées à tout le monde et que les connaissances ne font qu'évoluer. Et donc, peut-être ce qui explique qu'on n'a pas spécifiquement parler du risque éventuel de cancer du pancréas dans votre situation personnelle, c'est peut-être qu'il n'y avait pas d'histoire familiale
Mais après, voilà, vous êtes toujours la bienvenue en consultation de génétique, que ce soit chez moi ou chez un autre oncogénéticien, et ça vaut toujours la peine d'en reparler. Et ça rebondit un peu sur ce que j'avais répondu à Julien, qui est que, in fine, ben, les connaissances évoluent, les dépistages évoluent, les recommandations évoluent, et donc, s'il n'y a pas de rendez-vous qui est spécifiquement proposé, les patients restent toujours les bienvenus pour revoir un petit peu l'évolution et les dépistages, évidemment. Je ne sais pas si ça répond à votre question, du coup, mais je suis à votre disposition. Et dans l'avant-dernière diapositive ou la dernière, il y a nos adresses mail, donc vous pouvez toujours nous recontacter. Ah voilà, elle précise, donc elle reviendra vers vous en vous C'est aussi remerciant. l'intérêt de ces webinaires. Oui, oui, Tout à fait. qui vont sans doute mettre à jour de temps en temps un peu les recommandations. Et c'est vrai que ce sont des sujets qui sont un peu en constante évolution, hein, la génétique et les prédispositions et les dépistages. Et donc, Tout à fait. voilà, c'est l'intérêt de suivre ces webinaires et de reprendre contact, en effet, quand il y a on ne dit jamais assez, mais quand il y a des nouveaux événements dans la famille ou quand il y a des doutes sur une surveillance ou des modifications des recommandations, qu'on puisse. Et c'est vrai qu'on peut, peut-être qu'en termes de conclusion, avant de vous remercier, mais c'est vrai qu'on pense souvent qu'on a eu justement ce diagnostic et que ben voilà, après, entre guillemets, l'histoire s'arrête, on a notre suivi qui se met en place. Mais le fait peut-être justement, comme vous le disiez, ben les recherches évoluent, il y a des nouveautés, le fait de pouvoir aussi poser ces questions. Je pense que le fait de pouvoir reprogrammer un rendez-vous de suivi avec justement le centre de génétique qui nous a diagnostiqué peut élucider ou apporter pas mal de réponses. Bon, l'importance justement de ce que vous disiez, voilà, de continuer et de reprendre rendez-vous quand on a des questions peut-être, de revenir vers vous. C'est vrai qu'on ne le souligne pas assez et ça a son importance. On le dit aux patients, hein, donc, mais Tout à fait. Et voilà, après, tant mieux, ils repartent dans leur vie. Après, c'est un des grands bénéfices d'avoir créé cette association et je pense que nous, de notre côté, on vous remercie aussi. Voilà, d'avoir créé une association pour les patientes en Belgique parce que ça peut permettre aussi à des gens d'avoir accès à ces webinaires et puis de reprendre un petit peu plus d'informations. Donc, c'est vraiment super. Parfait. Mais je tiens en tout cas à tous vous remercier, nos deux intervenantes de ce soir en premier lieu. Un tout grand merci pour votre participation, votre temps et la richesse de votre intervention. Et un tout grand merci évidemment aux participants sans qui ce webinaire n'a pas lieu d'être non plus. Rendez-vous à la prochaine occasion et donc n'hésitez pas aussi à nous suivre pour la suite des aventures. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup.